Donc cette première table ronde, elle s'intitule, vous l'avez bien sûr compris, « La culture peut-elle être un rempart contre la barbarie ?» Et nous avons demandé tout d'abord à Patrick Vivray de nous rejoindre et de nous aider aussi par la réflexion qu'il mène autour de ces questions, et bien de nous aider à approfondir un peu le sujet. Au fond, que veut dire faire humanité ensemble aussi, hein, c'était un petit peu ça la question. Patrick Vivray, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais c'est une grande figure de la philosophie, de la pensée en France. Et je le remercie évidemment beaucoup pour sa participation, pour sa contribution. Il est l'auteur de nombreux travaux, de nombreux essais. Il est aussi cofondateur des rencontres internationales Dialogue en humanité. Il anime l'association L'Observatoire de la décision publique. Il a été aussi à l'origine d'un appel à la fraternité que vous pouvez retrouver sur Internet, qui a été lancé par Patrick Vivray et Abdenour Bidar. Donc, vous voyez que nous sommes avec lui bien entourés. Donc, Patrick, eh bien, à vous la parole. Je n'en dirai pas plus. Je dirais aussi, je peux me permettre de renvoyer peut-être à un texte, une interview aussi que vous avez donné il n'y a pas très longtemps et qu'on peut retrouver sur le net, exactement autour de la question que nous vous soumettons. Merci, et puis bonjour à toutes et tous. Effectivement, avec Sophie, nous sommes plus maintenant en situation d'apport et de commentaires par rapport à ces éléments déjà très riches qui nous ont été fournis. Et on voit bien que la question de la nature de la barbarie est centrale pour pouvoir nous poser la question du rapport à la culture et cette question qui m'a été posée, comment faire humanité ensemble. Car si la barbarie, au sens originel des Grecs, c'est simplement l'étranger, eh bien, évidemment, toute culture qui renforce l'identité d'un peuple ou d'une communauté face à l'étranger va être un rempart contre la barbarie. Mais si, à la suite des interventions que nous avons entendues, et notamment de cette approche de Montaigne, nous considérons que la barbarie, ça n'est pas l'étranger et l'étrangeté, mais que, au contraire, la barbarie, c'est le refus de l'autre, le refus de l'altérité, nous avons un changement complet dans la nature de la barbarie et dans la réponse possible à cette barbarie. Si nous repartons du fait, puisque la question de l'humanité, elle pose la question de notre commune famille humaine, et le mot frater, à l'origine, en latin, ça veut dire justement la famille humaine. C'est la raison fondamentale pour laquelle la question de l'esprit de fraternité se trouve dans l'article 1er de la Déclaration universelle des droits humains. Vu du point de vue du frater, la question de la barbarie ne peut évidemment pas être celle de l'étranger. Sommes-nous menacés par des étrangers extraterrestres ? Évidemment, sauf dans les films fantasmatiques qui peuvent jouer sur nos angoisses, mais la réponse est évidemment non. L'humanité est bel et bien menacée, mais nous ne sommes pas menacés de l'extérieur par des barbares extraterrestres, nous sommes menacés par notre propre barbarie intérieure. Et si la question de la barbarie est intérieure, à ce moment-là, nous comprenons bien que la barbarie, ça n'est pas l'étranger et l'étrangeté, c'est au contraire le refus de l'étranger et de l'étrangeté. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons trouver des comportements et des actes barbares au cœur de grandes civilisations. C'est la patrie de Beethoven et de Kant qui a pu être aussi le terreau du nazisme. C'est la patrie de Dante qui a pu être le terreau du fascisme. C'est notre propre patrie dite des droits de l'homme qui a pu être au cœur du colonialisme ou de l'impérialisme. Le pays de la Statue de la Liberté peut être aussi celui de la discrimination raciale.
Et le fait même d'avoir été victime n'est en aucune façon une garantie pour ne pas devenir bourreau. C'est l'un des drames du peuple juif, c'est le problème des colonisés qui, se libérant de leur colonisation, ne mettent pas fin pour autant à toute forme de domination. Donc la question de la barbarie est une question qui est posée à tout être humain, à tout groupe humain. Il n'y a pas d'un côté des groupes qui seraient par nature des barbares et de l'autre côté des groupes qui seraient par nature des civilisés. Nous avons bien vu quand cette tentation s'est fait jour, notamment après les attentats du 11 septembre, que cette approche, qui à l'époque était illustrée par le président des États-Unis de l'époque, George Bush, avec sa thèse de l'axe du mal, s'est révélée complètement contre-productive. C'est au nom de cette thèse de l'axe du mal que, par exemple, s'est faite l'intervention en Irak, et c'est le désastre de cette intervention qui est aujourd'hui l'une des causes majeures de la création de Daesh et de tous les comportements effectivement barbares de Daesh en tant que refus de l'altérité. En ce sens-là, il y a bien des actes barbares, il y a bien des comportements barbares, mais il n'y a pas d'êtres humains ou de groupes humains qui seraient en soi barbares et d'autres groupes qui seraient en soi des civilisés. Nous sommes tous, les uns et les autres, confrontés au fait que la barbarie est une altération d'humanité, est une altération du frater, et que par conséquent, l'alternative entre fraternité et barbarie est un enjeu qui se joue dans toutes nos cultures, dans toutes nos civilisations, dans tous nos groupes humains. Et du même coup, la question de la réponse culturelle à la barbarie ne peut être justement non pas qu'une réponse identitaire, mais une réponse culturelle qui est capable d'organiser un dialogue exigeant et fraternel au cœur même de l'altérité entre groupes humains. Ce que nous avons à refuser, à combattre, ce contre quoi nous avons évidemment à résister, c'est contre toute forme de comportement humain, et évidemment les attentats font partie de cette forme, qui conduisent à penser l'éradication de l'altérité. Mais de la même façon, quand l'armée française en Algérie parlait de nettoyage, nous étions dans une forme de comportement barbare. À chaque fois que nous sommes dans une posture telle que l'autre est la figure à éradiquer, la figure pire à nettoyer, souvenons-nous de toutes les opérations de purification ethnique et des revendications au nom de la civilisation pour lesquelles souvent ces nettoyages ethniques étaient perpétrés, nous voyons bien que la barbarie, comme un poison, peut s'infiltrer au cœur des propos les plus cultivés, les plus civilisationnels. Donc quand nous avons cette claire conscience, nous comprenons que l'enjeu sur lequel se joue effectivement une bonne partie du devenir de cette famille humaine, de notre frater, c'est notre capacité à lutter contre notre barbarie intérieure. L'un des moyens, est-ce que je peux m'autoriser à aller chercher un verre d'eau, parce que j'ai un médicament qui m'assèche et je suis en voie d'assèchement. Merci. Si donc notre question centrale est celle-là, nous comprenons bien que l'un des éléments fondamentaux qui est au cœur de l'articulation entre la question de la culture et la question de la barbarie, c'est celle du langage, parce que le langage est évidemment l'un des matériaux majeurs qui va construire une capacité de culture et qui va permettre de rentrer en contact avec d'autres langages. Eh bien, je vais vous donner un exemple d'une question qui peut paraître décalée par rapport aux enjeux dramatiques que nous vivons, mais qui en réalité est au cœur de ces enjeux. C'est la façon dont le langage se trouve de plus en plus instrumenté
par une novlangue, pour reprendre le terme fameux d'Orwell dans 1984, une novlangue qu'on peut qualifier comme étant la novlangue de l'économisme dominant. Et pourquoi cette instrumentation du langage finit par créer de telles logiques d'exclusion qu'elles ouvrent ensuite la voie à des fondamentalismes identitaires? Prenez un mot aussi fort que le mot « valeur ». Valeur, dans toutes les langues latines, ça veut dire la force de vie. La force de vie physique, un être valide, la force de vie psychique, des êtres valeureux. Donc c'est un mot extrêmement fort et on comprend bien dans ce sens-là qu'il y a valeur, création de valeur, transmission de valeur, partout où il y a de la force de vie. Et inversement, il y a destruction de valeur partout où il y a de la destruction de force de vie. Et comme les deux éléments clés d'origine de la force de vie, c'est d'un côté la nature et de l'autre côté les humains, eh bien, on peut dire qu'il y a destruction de valeur écologique s'il y a destruction d'écosystèmes nourriciers et destruction de valeurs humaines si, par exemple, la souffrance au travail est telle que des personnes en viennent à se suicider. Mais maintenant, si ce même mot de valeur aussi fort, vous le traduisez dans la novlangue de l'économisme dominant par value for money. Si vous ne dites il n'y a de valeur que pour autant qu'il y a flux monétaire qui se trouve créé. Si vous agitez seules les entreprises créent de la valeur. Si même vous ajoutez derrière le but d'une entreprise, c'est de la création de valeur pour ses actionnaires. Vous comprenez bien que dans cette seringue-là, dans cet habitat émotionnel qui fait qu'un mot aussi fort que le mot valeur s'est trouvé complètement détourné de son sens original, eh bien, évidemment, les vaincus de la guerre économique, de l'obsession compétitive autour de la valeur monétaire, vont être d'autant plus sensibles à toutes les sirènes de discours qui leur diront « vous n'avez pas de place et vous êtes dans une histoire qui ne fait pas sens ». Or, la demande de sens et la demande de reconnaissance est un élément fondamental pour tout être humain, aussi bien à titre personnel qu'à titre collectif. Si donc vous êtes des perdants du combat de la valeur monétaire, eh bien, nous vous offrons une place dans une histoire qui fait sens pour d'autres corps de valeur. Et à ce moment-là, nous comprenons bien que si, par exemple, un espace politique aussi fondamental, le lien avec la citoyenneté, qu'une république, n'a plus à dire à ses enfants que vous rentrez dans une course où le seul objet est une course adaptative pour trouver des jobs dans une guerre économique mondiale, eh bien, évidemment, tous les perdants de cette course-là seront tentés par le fondamentalisme identitaire. Et le fondamentalisme identitaire, il n'est pas que religieux. Et à l'intérieur des fondamentalismes identitaires religieux, il n'y a pas que le fondamentalisme islamique. Et il y a d'autres fondamentalismes identitaires non religieux. Et par exemple, le Front National en France, on peut le caractériser comme un fondamentalisme identitaire non religieux. Eh bien, nous comprenons bien que, comme le repérait Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie par ailleurs, il y a un lien étroit entre ce qu'on peut appeler le fondamentalisme marchand, ce qu'il appelle le fondamentalisme marchand en écho à ce que Karl Polanyi avait appelé la dérive vers des sociétés de marché, et le fondamentalisme identitaire. Et donc le droit de réhabiter le langage, le droit à redire la valeur, c'est de la force de vie. Le bénéfice, c'est une activité bénéfique, source de bienfaits. Le métier, ça n'est pas un job. Le métier, c'est la contraction de deux mots latins, le ministère et le mystère. Donc le métier, c'est ce qui nous met dans notre axe de vie. Le bénévolat, ça n'est pas le contraire du salariat. Le bénévolat, c'est l'orientation bonne de la volonté. Le contraire du bénévolat, c'est le malévolat. C'est le secteur mondial de l'économie du crime, de la drogue, de l'armement, etc. Et puis, vous avez, entre le secteur du malévolat et du bénévolat, un secteur intermédiaire qu'on peut appeler le lucravolat,
qui va se définir simplement par une pauvreté d'informations sur la nature de la volonté, qui va dire simplement « je gagne ou je perds de l'argent », eh bien, nous comprenons bien que culturellement, revisiter, nous donner le droit de revisiter le sens de mots aussi forts que fraternité, que valeur, que bénéfice, c'est effectivement, à ce moment-là, une façon de faire rempart contre cette altération d'humanité qui est la barbarie, mais y compris cette altération d'humanité qui est en nous. Et je vous rappelle qu'il y a un mot grec pour dire la force de vie, l'équivalent de valeur en latin, ce mot grec, c'est l'éros. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, face à la barbarie, je propose de dire « vive la stratégie érotique mondiale ». Merci.